Il affirma jusqu'à la fin de sa vie que ce qu'il avait filmé n'appartenait pas à notre monde. Dans tout le pays, du littoral de la mer Noire aux plaines d'Anatolie, il existe une légende que les anciens racontent encore avec gravité. On l'appelle le Karabazan, ce qui signifie celui qui s'abat dans l'obscurité. Pour beaucoup de Turcs, ce n'est pas seulement une histoire, mais une expérience vécue, un mal dont on chuchote qu'il peut frapper n'importe qui, à n'importe quelle nuit. On dit que Karabazan vient quand le dormeur est vulnérable. La victime se réveille soudainement au milieu de la nuit, consciente mais incapable de bouger. Son corps est paralysé, sa respiration se fait lourde et une sensation d'oppression grandit dans la poitrine. C'est alors que l'on perçoit sa présence. Une ombre se dessine dans la chambre, parfois au pied du lit, parfois assise sur la poitrine du dormeur. Certains décrivent une femme au visage déformé, aux yeux noirs, aux cheveux épars, qui fixe sa victime sans cligner des yeux. D'autres parlent d'une créature sans forme, une masse sombre qui pèse de tout son poids sur leur poitrine. Un homme d'Izmir raconta un jour qu'il avait été réveillé par cette sensation atroce. Incapable de bouger ses bras ni de crier, il vit une silhouette se pencher vers lui. Elle murmurait des sons gutturaux, incompréhensibles, qui résonnaient directement dans sa tête plutôt que dans ses oreilles. Il sentit alors un froid glacial parcourir son corps. Quand il réussit enfin à bouger ses doigts, la silhouette disparut instantanément et il put reprendre son souffle. Mais pendant plusieurs jours, il se réveilla avec la peur de la voir revenir. Dans le folklore turc, Karabazan est considéré comme un djinn malfaisant qui se nourrit de la terreur des humains. Pour s'en protéger, les anciens conseillent de réciter des prières avant de dormir, de placer des talismans sous l'oreiller ou de garder une lumière allumée dans la pièce. Certains disent aussi qu'il ne faut jamais dormir sur le dos, car c'est dans cette position que Karabazan s'abat le plus souvent. Les médecins modernes expliquent ce phénomène par la paralysie du sommeil, un état où le cerveau se réveille mais où le corps reste figé dans la phase de rêve. Pourtant, ceux qui ont vécu une visite du Karabazan jurent que ce n'était pas une simple illusion. Trop de détails, trop de sensations physiques, trop de terreur tangible pour n'être qu'un accident neurologique. Dans les villages reculés, les anciens ajoutent un avertissement: si Karabazan vous fixe trop longtemps, il peut emporter une partie de votre âme dans ses ténèbres. Ceux qui en réchappent ne sont plus jamais tout à fait les mêmes. Ils dorment moins, deviennent plus méfiants, comme si une part d'eux restait prisonnière de cette rencontre. Ainsi, le Karabazan reste l'un des mythes les plus persistants de Turquie. Qu'il s'agisse d'un trouble du sommeil ou d'une véritable entité surnaturelle, son pouvoir est le même, il transforme la nuit en un territoire d'angoisse, où l'on n'est jamais certain que le réveil apportera la délivrance. Deux ans après les étranges apparitions de Kumburgaz, Istanbul se retrouva à son tour témoin d'un événement hors du commun. En juin 2009, la ville accueillait un congrès international sur les phénomènes aériens non identifiés. Des ufologues, des journalistes et des curieux venus de divers pays s'étaient réunis dans un grand centre de conférence près du Bosphore. L'ambiance était électrique, chacun partageant récits et hypothèses sur les ovnis. Certains avaient même fait le déplacement uniquement pour croiser Yals Nialman, devenu presque une figure locale après ses enregistrements de 2007. Le deuxième soir du congrès, alors que les participants se dispersaient dans le quartier pour dîner, un murmure se fit entendre. Plusieurs personnes pointaient le doigt vers le ciel, au-dessus des toits de la ville. Dans l'air chaud d'Istanbul, où les klaxons et la vie nocturne remplissaient d'ordinaire l'atmosphère, un silence étrange sembla tomber sur le groupe. Là-haut, un objet rond et métallique brillait faiblement, reflétant les lumières de la ville. Ce n'était pas une étoile ni un avion, car sa trajectoire défiait les mouvements connus. Il montait et descendait doucement, parfois disparaissait comme s'il s'éteignait avant de réapparaître quelques secondes plus tard à un autre endroit. Parmi les témoins se trouvait une correspondante de la BBC, présente pour couvrir le congrès. Elle filma la scène et décrivit un objet sphérique silencieux, d'une taille difficile à estimer mais assez grand pour être perçu distinctement par les dizaines de personnes présentes. Contrairement aux apparitions isolées de Kumburgaz,
celle-ci avait l'avantage d'être observée simultanément par un grand groupe, dont des spécialistes et des journalistes. Les passants dans les rues voisines levèrent eux aussi les yeux. Certains prirent des photos, d'autres enregistrèrent des vidéos tremblantes avec leur téléphone portable. Ce qui frappa tout le monde fut le silence de l'objet. Aucun bruit de moteur, aucun souffle de vent, rien d'autre que sa lente danse métallique dans le ciel. Après une vingtaine de minutes, il sembla s'éloigner vers le large, au-dessus du Bosphore, jusqu'à disparaître totalement. Les ufologues réunis pour le congrès furent bouleversés par la coïncidence. Alors qu'ils venaient débattre de la réalité des ovnis, l'un d'eux venait d'apparaître dans le ciel d'Istanbul, sous les yeux de dizaines de témoins crédibles. Pour certains, c'était la confirmation que les phénomènes observés à Kumburgaz n'étaient pas isolés mais faisaient partie d'une présence régulière dans la région. Pour d'autres, c'était une provocation, comme si ces mystérieux visiteurs avaient voulu se manifester volontairement au moment où l'attention du monde était tournée vers eux. Dans les semaines qui suivirent, les images circulèrent dans les médias internationaux. La BBC diffusa un court reportage montrant le globe lumineux au-dessus d'Istanbul, et les journaux turcs en firent leurs gros titres. Pourtant, aucune explication officielle ne fut donnée. L'armée de l'air déclara n'avoir enregistré aucun vol inhabituel et aucune activité radar suspecte. Pour les habitants d'Istanbul, cet événement devint une histoire racontée dans les cafés et les marchés, une fierté étrange d'avoir été témoin d'un mystère partagé par toute une ville. Mais pour les ufologues, il s'agissait d'un signe troublant. Après Kumburgaz, les cieux de Turquie semblaient décidément attirer des visiteurs venus d'ailleurs. À mi-chemin entre Istanbul et Ankara, dans la province de Bolu, s'élève un paysage à la fois féerique et inquiétant. Des centaines de petites villas aux toits pointus et aux tourelles blanches s'alignent au pied des montagnes, semblant tout droit sorties d'un conte de fées européen. Pourtant, derrière leur apparente beauté, le silence règne. Car ce lieu, connu sous le nom de Burj al-Baba, est une ville fantôme moderne. L'histoire commence en 2011. Un groupe de promoteurs immobiliers ambitieux lança le projet de construire près de 700 villas de luxe, toutes identiques, inspirées des châteaux français et allemands. L'idée était d'attirer une clientèle riche venue du Moyen-Orient et d'Europe, fascinée par ces résidences extravagantes. Les ouvriers travaillèrent sans relâche et, en quelques années, des rangées entières de châteaux miniatures se dressèrent dans la vallée. Mais le rêve se transforma en cauchemar. À cause de la crise économique et de la faillite des investisseurs, le projet fut brutalement interrompu. Les maisons, presque terminées mais jamais habitées, furent abandonnées. Les jardins restèrent stériles, les fenêtres sans rideaux, les tourelles blanches sans lumière. Depuis, Burj al-Baba ressemble à une ville désertée par ses habitants avant même d'avoir vécu. Les rares visiteurs qui s'y aventurent décrivent une atmosphère étrange. En marchant dans les allées pavées, bordées de châteaux identiques, ils ressentent une impression d'irréalité. Les maisons, figées dans un état d'inachèvement, semblent attendre en vain leurs occupants. Certains disent qu'à la tombée du soir, les ombres s'allongent et donnent aux façades un aspect sinistre, comme si les tourelles observaient les intrus. Un journaliste qui visita le site de nuit rapporta avoir entendu un écho de pas derrière lui, alors qu'il était seul. D'autres affirment avoir vu de la lumière briller dans certaines fenêtres, comme si une lampe s'allumait un instant avant de s'éteindre brusquement. Des rumeurs circulent selon lesquelles des habitants de la région auraient aperçu des silhouettes se déplacer derrière les vitres vides, sans qu'aucune maison n'ait jamais été occupée. Avec le temps, Burj al-Baba est devenu une légende moderne. Pour certains, ces châteaux vides sont hantés par les esprits de familles qui n'y ont jamais vécu, comme si les rêves brisés avaient pris corps dans les murs. Pour d'autres, ce n'est pas une affaire de fantômes, mais un symbole de la vanité humaine, des palais construits pour la richesse et laissés à la ruine avant même d'avoir servi. Après la vague d'observation de 2007, les vidéos filmées par Yals Nialman devinrent un véritable objet d'étude pour les passionnés d'ufologie à travers le monde. Des experts en imagerie numérique, des amateurs de mystères et même des astronomes indépendants s'étaient procurés les enregistrements. Beaucoup voulaient vérifier par eux-mêmes s'il ne s'agissait pas d'un simple reflet ou d'un montage habile. Plus les images circulaient, plus elles suscitaient de débats.
Ce n'est pourtant qu'en 2019, plus de 10 ans après les faits, qu'une analyse plus poussée révéla un détail inattendu. En zoomant sur certaines séquences où l'objet apparaissait à faible distance, des chercheurs amateurs affirmèrent distinguer à travers ce qui ressemblait à une ouverture sombre des formes humanoïdes. Sur les clichés agrandis, on devinait des silhouettes assises, comme à l'intérieur d'un poste de commande. Elles semblaient posséder de grands yeux sombres, un crâne allongé et une peau pâle, rappelant l'archétype des « petits gris » décrit dans de nombreux témoignages ufologiques. L'annonce fit l'effet d'une bombe dans les cercles spécialisés. Des forums en ligne se remplirent de discussions, certains jurant que c'était la preuve irréfutable d'une présence extraterrestre, d'autres dénonçant une illusion d'optique créée par le grain de l'image. Les sceptiques expliquaient que l'œil humain a tendance à reconnaître des visages et des formes connues dans des motifs flous, un phénomène appelé pareidolie. Pourtant, ceux qui avaient passé des heures à scruter les vidéos juraient que ces silhouettes ne pouvaient pas être le fruit du hasard. Ce qui troubla encore davantage les observateurs fut la cohérence de ces formes entre plusieurs enregistrements. Elles semblaient réapparaître sous des angles différents, parfois bougeant légèrement, comme si elles surveillaient l'extérieur. Une sensation de malaise naissait alors chez ceux qui visionnaient les images, et si ce n'était pas seulement un objet volant non identifié, mais un vaisseau habité, dont les occupants observaient à leur tour les humains depuis le ciel de Marmara? À Istanbul, certains journalistes reprirent l'histoire. Des interviews furent diffusées à la télévision, montrant des experts partageant des opinions radicalement opposées. Pendant que certains affirmaient que ces silhouettes étaient un simple jeu d'ombre, d'autres déclaraient que la Turquie détenait là les images les plus nettes jamais capturées d'êtres venus d'ailleurs. Quant à Yals Nialman, il resta fidèle à sa version initiale. Selon lui, il n'avait filmé que ce qu'il voyait, sans intention d'enjoliver ou de manipuler ces images. Quand on lui demanda ce qu'il pensait des silhouettes, il répondit calmement qu'il n'était pas surpris. Pour lui, l'objet avait toujours semblé habité d'une manière ou d'une autre. Sur les rives du Bosphore, à Istanbul, s'élève un édifice somptueux dont la beauté masque mal une réputation bien plus sombre. Le palais de Srahan, construit au VIe siècle par le sultan Abdulaziz, fut conçu comme une demeure fastueuse, symbole de la puissance ottomane. Ses façades de marbre blanc, ses jardins qui s'étendent jusqu'à l'eau et ses vastes salons décorés d'or et de soie en faisaient l'un des joyaux architecturaux de l'Empire. Pourtant, derrière cette splendeur se cache une succession de drames et de légendes qui lui ont valu le surnom de palais hanté. L'histoire commence avec Abdulaziz lui-même. Le sultan, passionné de luxe, fit bâtir Srahan à un coût si faramineux qu'il fut accusé de ruiner les finances de l'État. Quelques années après avoir emménagé, il fut destitué de son trône dans des circonstances troublantes. Peu de temps après, on le retrouva mort dans une pièce du palais, officiellement victime d'un suicide, les poignets tranchés. Mais beaucoup murmurèrent qu'il avait été assassiné, et que son esprit restait prisonnier des lieux. Son successeur, Mourad V, connut lui aussi un destin tragique entre ses murs. Déclaré fou après seulement 3 mois de règne, il fut enfermé dans le palais de Srahan pendant près de 30 ans. On raconte qu'il errait dans les couloirs, parlant seul, hurlant parfois au milieu de la nuit. Ses lamentations résonnaient dans les salons déserts et les serviteurs affirmaient que le palais vibrait de son désespoir. Quand il mourut, beaucoup jurèrent que ses cris continuèrent de hanter les lieux. Après la chute de l'Empire ottoman, le palais fut utilisé comme siège du Parlement turc. Mais en 1910, un incendie colossal ravagea le bâtiment, ne laissant que des murs calcinés. Des témoins de l'époque dirent avoir vu des silhouettes courir dans les flammes, comme si les fantômes des sultans et des serviteurs brûlaient une seconde fois. Depuis, on raconte que certaines nuits, une odeur de fumée flotte encore dans les couloirs et qu'une lueur orangée traverse parfois les fenêtres vides, comme si l'incendie se rejouait éternellement. Restauré dans les années 1990 pour devenir un hôtel de luxe, Srahan n'a jamais vraiment perdu son aura inquiétante. Des clients fortunés rapportent avoir entendu des pas derrière leur porte alors que les couloirs étaient vides. D'autres affirment avoir vu des ombres glisser le long des murs, ou avoir senti une présence s'asseoir sur leur lit en pleine nuit. Une femme raconte qu'en ouvrant les rideaux de sa chambre donnant sur le Bosphore, elle vit son reflet dans la vitre, mais celui-ci ne reproduisait pas ses gestes. Les employés de l'hôtel, interrogés à demi-mot,
confie que certains salons sont évités après minuit. Il parle de portes qui claquent sans raison, de chandeliers qui se balancent, de bruits de voix étouffées venant des étages supérieurs. Plusieurs d'entre eux refusent de monter seuls sur les terrasses du palais quand le vent siffle, car ils disent avoir entendu des rires étouffés se mêler au souffle de la nuit. Au cœur de l'Anatolie, entre montagnes arides et vallées reculées, circule une légende que l'on raconte encore au coin des feux de village. Les anciens l'appellent le Cocaïlan, ce qui signifie « le gros serpent ». Contrairement aux vipères que l'on rencontre parfois dans les collines, celui-ci est décrit comme une créature gigantesque, si grande qu'on dit qu'il pourrait atteindre la taille d'un bus. Les récits sont transmis depuis des générations et chaque région y ajoute sa propre couleur. Selon une version très répandue, le Cocaïlan vivrait dans les grottes profondes des plateaux anatoliens. On raconte qu'il ne sort que la nuit, lorsque les villages sont endormis, et qu'il glisse silencieusement dans les champs. Ceux qui prétendent l'avoir vu parlent d'un serpent noir et luisant, aux yeux brillants comme des braises. Sa particularité ne réside pas seulement dans sa taille, mais aussi dans un pouvoir étrange qu'on lui attribue, la capacité d'hypnotiser ses proies. Il suffirait de croiser son regard pour se sentir figé, incapable de bouger, comme paralysé par une force invisible. Dans certains villages, on se souvient encore d'histoires effrayantes. Un berger aurait aperçu une masse sombre sortir d'une colline, ses moutons s'éparpillant dans la panique. Une vieille femme affirme qu'enfant, elle avait vu un serpent énorme traverser la route devant elle, si large que son corps recouvrait presque toute la largeur du chemin. Les récits, bien qu'anciens, sont toujours racontés avec une telle conviction qu'il est difficile de les réduire à de simples fables. Les scientifiques, eux, évoquent la possibilité d'anciens reptiles aujourd'hui disparus, ou d'exagérations populaires à partir de serpents plus communs. Pourtant, dans certaines régions isolées, on continue de croire que le Cocaïlan existe toujours. Les grottes profondes, jamais entièrement explorées, sont considérées comme ces refuges. Les enfants sont mis en garde de ne pas s'approcher trop près de certaines cavités dans la roche, de peur que le monstre ne les attire dans son antre. La légende du Cocaïlan n'est pas seulement une histoire de frayeur. Elle a aussi une dimension mythique. On dit qu'il serait l'esprit protecteur de certaines montagnes, un gardien redoutable que seuls les plus courageux peuvent affronter. Dans certains contes, il peut même prendre une apparence plus mystérieuse, presque surnaturelle, capable de disparaître dans la brume au lever du soleil. À une trentaine de kilomètres d'Ankara, perdu dans une vallée oubliée, se trouve un village qui n'apparaît presque jamais sur les cartes. Son nom est Kay. Jadis, il abritait une petite communauté de paysans qui cultivaient la terre et vivaient modestement, comme tant d'autres villages d'Anatolie. Mais au fil du temps, ses habitants l'ont abandonné. Les maisons en pierre se sont effondrées les unes après les autres et aujourd'hui, Kay n'est plus qu'une ruine silencieuse, envahie par la végétation et par une légende persistante. On l'appelle désormais le village des djinns. À l'entrée de ce hameau déserté, des visiteurs racontent avoir trouvé des inscriptions peintes sur les murs, avertissant qu'il ne fallait pas s'aventurer plus loin. Ces mots, écrits à la hâte, affirmaient que l'endroit était maudit et hanté par des entités invisibles. Ceux qui osaient y entrer seraient condamnés à entendre des voix étranges, à sentir des souffles glacés sur leur nuque ou à être suivis par des ombres qu'ils ne pourraient jamais voir clairement. La légende veut que les djinns aient élu domicile à Kay après que les hommes l'eurent déserté. Selon le folklore islamique, ces créatures invisibles vivent parmi nous, certaines bienveillantes, d'autres malicieuses ou hostiles. Et Kay, avec ses maisons vides et ses ruelles silencieuses, aurait été un refuge idéal pour eux. Des bergers racontent avoir entendu, la nuit, des chants étouffés qui semblaient provenir des ruines. D'autres jurent avoir vu des lueurs verdâtres danser entre les fenêtres noires des maisons abandonnées. Un jeune homme d'Ankara, venu explorer le village avec des amis, rapporta une expérience troublante. Alors qu'il riait et prenait des photos près d'une vieille étable, il sentit soudain un souffle froid parcourir sa nuque. En se retournant, il distingua une silhouette sombre qui se tenait à quelques mètres, immobile, sans trait distinct. Lorsqu'il tenta de s'en approcher, la silhouette se dissipa comme une fumée et un bruit sec résonna dans la maison voisine, comme si une porte invisible avait claqué. Ses amis,
terrifiés, jurèrent avoir entendu en même temps un murmure guttural, une phrase incompréhensible qui semblait flotter dans l'air. Pour les habitants des villages voisins, Caille est un lieu qu'il vaut mieux éviter, surtout après le coucher du soleil. Les anciens disent aux enfants de ne pas s'y rendre car les djinns n'aiment pas être dérangés et peuvent s'attacher à ceux qui les provoquent. Ils ajoutent que certains visiteurs malchanceux reviennent changés, silencieux, hantés par des cauchemars récurrents où ils revivent les mêmes ruelles sombres, poursuivis par des ombres sans visage. Les scientifiques, eux, donnent une autre explication. Ils rappellent que Caille est situé dans une zone où les sols sont instables, exposés à des glissements de terrain. Le village aurait été abandonné pour cette raison. Les bruits inquiétants entendus la nuit pourraient être causés par les pierres qui se déplacent, les fissures qui craquent ou les animaux sauvages qui se faufilent dans les ruines. Mais même eux reconnaissent que certaines histoires défient la logique. Comment expliquer les lueurs aperçues dans les fenêtres vides ou les murmures entendus simultanément par plusieurs témoins? Dans les régions humides et verdoyantes qui bordent la mer Noire, là où les montagnes abruptes plongent dans des vallées couvertes de forêts épaisses, circule depuis longtemps une légende inquiétante. Les habitants l'appellent Caracain, un nom qui évoque la noirceur et le mystère. On le décrit comme une créature humanoïde recouverte de poils sombres, massive, aux yeux brillants qui luisent dans la nuit. Les chasseurs des villages racontent qu'il surgit quand la forêt devient silencieuse. Le chant des oiseaux s'arrête, le bruissement des feuilles cesse et une atmosphère lourde s'installe. Ce silence étrange, oppressant, est toujours perçu comme le signe que Caracain rôde à proximité. Ceux qui prétendent l'avoir aperçu parlent d'une silhouette haute et large, se mouvant avec une rapidité surprenante malgré son apparence lourde. Un récit ancien rapporte l'histoire d'un bûcheron qui s'était aventuré seul au cœur de la forêt un soir d'automne. Il entendit d'abord un craquement derrière lui, comme si des branches cédaient sous un poids énorme. Puis, en se retournant, il distingua deux yeux rouges qui le fixaient à travers les arbres. Paralysé par la peur, il dit avoir senti son souffle devenir court et son cœur battre à tout rompre. La silhouette s'approcha, mais avant qu'elle ne le rejoigne, elle disparut dans l'ombre avec un bruit sourd, comme si la forêt elle-même l'avait avalée. L'homme revint au village hagard et jura de ne plus jamais entrer seul dans ces bois. Certains affirment que Caracain est l'esprit ancien de la forêt, une entité née pour protéger les montagnes contre ceux qui cherchent à les exploiter. D'autres pensent qu'il s'agit d'une créature bien réelle, peut-être un descendant inconnu de grands primates disparus depuis des millénaires. Les folkloristes, eux, voient dans ces histoires une manière pour les anciens de rappeler aux hommes la puissance et la dangerosité de la nature sauvage. Mais même aujourd'hui, les récits persistent. Des campeurs racontent avoir entendu des pas lourds tourner autour de leur tente au milieu de la nuit. Des randonneurs disent avoir croisé des empreintes énormes et inexplicables dans la boue, plus grandes que celles d'un ours. À chaque fois, le silence pesant revient, comme une chape invisible, et les témoins parlent d'une sensation d'être observés. Dans les villages reculés des montagnes de la mer Noire, on continue d'éviter certaines zones de la forêt à la tombée du jour. Les anciens disent qu'il est dangereux de provoquer Caracain, car s'il vous fixe de ses yeux rouges, vous emportez avec vous sa présence, une ombre qui ne vous quitte plus jamais. Ainsi, au-delà des récits et des doutes, Caracain reste une figure insaisissable, à la frontière entre le mythe et la réalité. Au cœur des collines verdoyantes qui dominent Fétille, non loin des rivages turquoises de la Méditerranée, se trouve un lieu que l'on appelle aujourd'hui Caillaqueux. Jadis, ce village était animé. Des enfants couraient dans ses ruelles pavées, les cloches des églises résonnaient et les marchés bruissaient de conversations en grec et en turc. Mais au début du XX siècle, l'histoire brisa cette harmonie. Après la guerre gréco-turque et l'échange de population de 1923, les habitants grecs orthodoxes furent contraints de quitter la région. Le village fut abandonné, ses maisons laissées à l'usure du temps. Aujourd'hui, Caillaqueux n'est plus qu'un fantôme de ce passé. Ces maisons aux toits effondrés se dressent comme des coquilles vides, envahies par les herbes sauvages. Les murs blanchis à la chaux sont fissurés, les fenêtres béantes ressemblent à des orbites sombres qui observent silencieusement les visiteurs. Le silence y est presque total, seulement interrompu par le cri d'un corbeau ou le vent qui s'engouffre dans les ruines. Pourtant, ceux qui s'y sont aventurés racontent que ce silence n'est jamais naturel.
Des touristes rapportent avoir entendu des murmures dans les rues désertes, comme des voix lointaines qui s'éteignent des contes dans l'oreille. D'autres affirment avoir vu des silhouettes floues passer d'une maison à l'autre, rapides et insaisissables, comme si les anciens habitants poursuivaient encore leur vie quotidienne dans une dimension parallèle. Certains guides, habitués au lieu, refusent de rester trop longtemps après le coucher du soleil, car c'est à ce moment que l'atmosphère devient la plus lourde. Un soir d'été, un couple de voyageurs raconta être monté jusqu'à l'ancienne école du village. À travers les vitres brisées, ils jurèrent avoir entendu le son d'un pupitre que l'on déplaçait et un léger froissement de craie sur un tableau invisible. Terrifiés, ils quittèrent l'endroit en courant et ne revinrent jamais. Les habitants de la région croient que Kayake porte encore l'empreinte des tragédies du passé. Les âmes des familles arrachées à leur terre ne seraient jamais parties. Elles erraient toujours entre les ruelles effondrées, incapables de trouver la paix. Pour les plus superstitieux, il faut éviter de parler à voix haute en traversant le village, de peur de réveiller ces présences silencieuses. Aujourd'hui, Kayake attire les curieux et les amateurs de frissons. Mais quiconque y passe une nuit entière sait qu'il ne s'agit pas seulement d'un site historique. Le village est un témoin vivant de l'exil et de la douleur, et ses murs semblent encore retenir les échos d'un peuple disparu. La petite ville ottomane de Safranbolu, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année des milliers de visiteurs pour ses ruelles pavées, ses maisons de bois aux balcons sculptés et son atmosphère hors du temps. Mais derrière cette image de carte postale se cache une légende inquiétante que les habitants connaissent bien, celle d'un manoir abandonné où, dit-on, les vivants ne sont jamais seuls. Le bâtiment se dresse à l'écart du centre historique, une demeure du XVIIIe siècle autrefois habitée par une riche famille de commerçants. La maison est aujourd'hui décrépite. Ses volets battent au vent, ses murs sont noircis par l'humidité et son jardin envahi par les herbes folles. Mais ce n'est pas son apparence qui inspire la crainte, c'est ce que l'on raconte sur ce qu'il s'y passe une fois la nuit tombée. Des voisins affirment avoir entendu des bruits de pas résonner dans les couloirs alors que la maison est vide depuis des décennies. Parfois, des chuchotements étouffés semblent s'élever des pièces obscures, comme si des conversations d'autrefois continuaient à se dérouler derrière les murs. Certains témoins disent avoir aperçu une ombre glisser derrière une fenêtre, une silhouette qui disparaît aussitôt qu'on la fixe. Un guide touristique rapporte qu'un soir, en passant devant la demeure avec un groupe, les lampes torchées de plusieurs visiteurs s'éteignirent subitement. Dans l'obscurité totale, ils jurèrent avoir senti une présence tout près d'eux, comme si quelqu'un les frôlait. Une fois les lampes rallumées, une peur glaciale parcourut le groupe et plus personne n'osa s'approcher du manoir. Les habitants les plus âgés racontent qu'un drame aurait eu lieu dans cette maison. Selon certains, le patriarche de la famille aurait été retrouvé mort dans la grande chambre à l'étage, sans cause apparente, son visage figé dans une expression de terreur. D'autres disent qu'une servante s'y serait pendue dans la cave après une histoire d'amour tragique. Ces récits, transmis de génération en génération, ont nourri la réputation sinistre du lieu. Aujourd'hui, la maison est évitée par les enfants et redoutée par les adultes. Les rares curieux qui s'y aventurent en ressortent bouleversés, jurant avoir ressenti un froid glacial ou entendu des voix lointaines. Certains touristes courageux s'y introduisent malgré les avertissements. Quelques-uns ressortent en riant, affirmant que ce n'était qu'un vieux bâtiment décrépit, mais d'autres repartent silencieux, refusant de raconter ce qu'ils ont vu ou entendu à l'intérieur. La maison hantée de Safranbolu est devenue une part de l'identité de la ville, une ombre inquiétante au milieu des merveilles architecturales. La Turquie est connue pour ses musées somptueux, comme Sainte-Sophie ou le palais de Topkapı à Istanbul. Pourtant, derrière ces hauts lieux culturels se cachent des endroits bien plus étranges, où l'on expose des objets mystérieux qui intriguent autant qu'ils dérangent. Ces musées insolites, souvent discrets, abritent des collections qui semblent défier la logique. À Istanbul, le musée des objets inclassables est l'un de ces lieux. Dans une salle sombre se trouve une vitrine contenant de petites pierres noires, lisses comme du verre, que l'on dit tomber du ciel. Officiellement, ce seraient des météorites. Mais les gardiens racontent qu'elles vibrent légèrement quand on les approche de trop près et que, certaines nuits, une lueur bleue semble les parcourir.
Un visiteur affirme avoir entendu un léger bourdonnement en collant son oreille contre la vitrine, comme si les pierres chuchotaient entre elles. À Ankara, un autre musée conserve des manuscrits anciens rédigés dans une langue inconnue. Les archéologues les attribuent à une écriture expérimentale abandonnée au Moyen Âge. Pourtant, certains linguistes disent qu'aucun alphabet connu ne ressemble à ces symboles, qui paraissent presque géométriques, comme s'ils avaient été tracés avec une précision mathématique impossible pour l'époque. Une légende locale prétend que ces textes viendraient de « voyageurs des étoiles » qui auraient visité l'Anatolie il y a très longtemps. Encore plus étrange est le musée de l'horreur ottomane à Bursa, où sont exposés des objets liés à des affaires criminelles et mystérieuses. Parmi eux, une paire de bottes retrouvées dans un marais au VIe siècle. On raconte qu'elles bougeaient toutes seules la nuit, au point que les gardiens refusaient de rester seuls dans la salle. Aujourd'hui encore, certains visiteurs jurent avoir vu les lacets trembler, comme si les bottes respiraient. Mais le musée qui attire le plus d'histoire est sans doute celui des curiosités de Gaziantep. On y trouve des poupées de bois vieilles de plusieurs siècles, fabriquées par des artisans anonymes. Leurs visages sont sculptés avec des expressions étrangement réalistes. Des témoignages affirment qu'elles changeraient légèrement de position d'un jour à l'autre. Officiellement, ce sont les vibrations du sol qui déplacent ces poupées fragiles. Pourtant, un employé raconte qu'il en a vu une tourner la tête lentement, comme pour suivre son regard, avant de retrouver son expression immobile. Ces musées insolites ne sont pas les plus visités, mais ils entretiennent une réputation particulière. Ceux qui y entrent en ressortent souvent troublés, certains en riant, d'autres en silence, incapables d'expliquer ce qu'ils ont ressenti. Car derrière les vitrines et les étiquettes officielles, beaucoup pensent que ces objets portent en eux une part de mystère, une mémoire cachée qui refuse de disparaître. Dans la capitale turque, Ankara, se dresse un vieux manoir que l'on surnomme simplement la maison fantôme. Il est situé non loin d'un quartier historique, entouré de bâtiments modernes qui contrastent avec ses murs décrépits et ses fenêtres brisées. La maison, autrefois splendide résidence d'une famille influente de la fin du VIe siècle, est aujourd'hui abandonnée. Ses portes sont scellées, son jardin envahi par les ronces, et pourtant, nombreux sont ceux qui jurent qu'elle n'est jamais vraiment vide. Les habitants du quartier racontent qu'à la tombée de la nuit, des lumières apparaissent derrière les vitres poussiéreuses du manoir. Des éclairs fugitifs, comme si des lampes anciennes s'allumaient toutes seules. Parfois, ces lumières se déplacent d'une pièce à l'autre, donnant l'impression que quelqu'un circule dans les couloirs. Pourtant, il n'y a ni électricité ni câblage fonctionnel depuis des décennies. Certains témoins disent avoir entendu des bruits de pas sur les escaliers en bois, des claquements de portes et même des éclats de voix étouffés. Les plus audacieux, qui se sont introduits à l'intérieur, affirment avoir ressenti une atmosphère oppressante, un froid inexplicable et la sensation d'être observé. L'un d'eux raconte qu'en explorant le grand salon, il vit une ombre passer rapidement derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il n'y avait rien d'autre qu'un miroir fêlé reflétant son propre visage terrifié. La légende locale veut que le manoir ait été le théâtre d'événements tragiques. On murmure que le maître des lieux, un notable influent, aurait été assassiné dans son bureau par un rival politique. D'autres versions parlent d'une fille enfermée de force dans la maison parce qu'elle refusait un mariage arrangé. Elle y aurait fini ses jours, et ses lamentations résonneraient encore dans les pièces sombres. Les chauffeurs de taxi d'Ankara racontent une histoire troublante qui revient souvent. Certains disent avoir vu, tard dans la nuit, une silhouette féminine vêtue de blanc qui sortait du portail rouillé de la maison pour disparaître aussitôt sur la chaussée, sans laisser de traces. Les plus sceptiques refusent d'y croire, mais d'autres jurent avoir freiné brusquement en pensant qu'une femme traversait devant eux, avant de réaliser qu'elle n'était qu'une apparition. La Turquie n'est pas seulement une terre de montagnes et de déserts. Ses côtes, baignées par la Méditerranée et l'Égée, cachent elles aussi des mystères. Parmi eux, les ruines englouties de Kekova, au large d'Antalya, sont sans doute les plus célèbres. Les voyageurs qui passent en bateau au-dessus des eaux turquoises peuvent voir, sous la surface, les murs effondrés de maisons, des escaliers menant vers nulle part, et même les vestiges d'un ancien port. On appelle cet endroit la cité engloutie. D'après les archéologues,
il s'agirait d'un centre urbain de l'époque byzantine, submergé après une série de tremblements de terre. Mais pour les habitants, ces ruines cachent une histoire plus sombre et plus mystérieuse. Les pêcheurs de la région racontent que, certains soirs, quand la mer est calme et que la lune éclaire les flots, on entend des sons étranges remonter des profondeurs. Des bruits de cloches, comme celles d'une église lointaine, ou des échos de voix humaines, semblant réciter des prières en grec ancien. Plusieurs marins disent aussi avoir vu des lumières vaciller sous l'eau, comme si des torchers brillaient encore dans les ruines invisibles. Un vieux pêcheur se souvient d'un épisode marquant. Alors qu'il plongeait pour chercher des éponges, il affirma avoir vu une ombre gigantesque passer au-dessus des colonnes englouties. Cela ne ressemblait pas à un poisson ni à une raie. C'était trop grand, trop fluide, et cela disparut dans un silence absolu. À son retour, il resta persuadé que la cité était gardée par une créature marine inconnue. Mais Kekova n'est pas la seule. Dans d'autres régions, comme le lac de Van ou les environs de Bodrum, des récits parlent de structures mystérieuses immergées. Dans le lac de Van, des plongeurs ont découvert récemment des murailles de pierre massives, vestiges d'une forteresse ancienne dissimulée sous l'eau. Ce lac, déjà célèbre pour sa légende du monstre de Van, renforce ainsi sa réputation de lieu surnaturel. Les voyageurs qui s'aventurent dans ces lieux disent souvent ressentir un malaise particulier. Devant les ruines englouties, certains affirment avoir l'impression d'être observés depuis les profondeurs. Des touristes racontent même avoir pris des photos où apparaissent des reflets étranges, silhouettes indistinctes ou lueurs qui ne se voyaient pas à l'œil nu. Pour les archéologues, ces cités sont simplement les témoins d'anciens tremblements de terre et d'effondrements côtiers. Mais pour les habitants, elles sont bien plus que cela. Ce sont des portes vers un autre temps, peut-être même vers un autre monde. Des lieux où les vivants et les morts cohabitent encore, séparés seulement par une fine couche d'eau. Dans plusieurs régions de Turquie, notamment autour de Kars, en Anatolie orientale, et parfois au-dessus d'Istanbul, des habitants rapportent depuis longtemps l'apparition de lumières étranges dans le ciel. Ce ne sont ni des étoiles filantes ni des avions de ligne, mais des orbes lumineux qui semblent défier les lois de la physique. Par une nuit glaciale de janvier près de Kars, un éleveur de bétail vit soudain une lueur bleutée apparaître au-dessus de sa ferme. La lumière, d'abord immobile, se mit à bouger lentement puis accéléra brusquement en changeant de direction à angle droit. Le fermier resta figé, incapable de détourner son regard. L'orbe s'éleva, s'éteignit, puis réapparut un peu plus loin, comme si elle jouait avec lui. Terrifié, il rentra chez lui en courant et raconta l'épisode au village le lendemain. Personne ne sut expliquer ce qu'il avait vu, mais certains rappelèrent qu'eux aussi avaient déjà observé des phénomènes semblables. À Istanbul, des passants affirment avoir vu des sphères lumineuses au-dessus du Bosphore, parfois rouges, parfois blanches, se déplaçant en silence. Ce qui frappait les témoins, c'était la vitesse à laquelle elles disparaissaient, comme si elles s'évanouissaient dans l'air. Une femme raconte avoir vu 3 lumières former un triangle parfait au-dessus du détroit avant de s'élever d'un coup vers les nuages. L'armée de l'air turque, interrogée à plusieurs reprises, n'a jamais confirmé la présence d'appareils ou de drones à ces moments précis. Les scientifiques évoquent des phénomènes atmosphériques rares. Certains parlent de plasma lumineux, d'autres de reflets dus à l'humidité ou de manifestations électriques liées à l'activité géologique. Mais les habitants restent convaincus qu'il s'agit de quelque chose d'autre. Des pêcheurs de la mer Noire, habitués aux ciels étoilés, affirment que ces lumières ne ressemblent à rien de naturel. Une nuit de l'été 2015, plusieurs témoins à Kars rapportèrent un phénomène collectif. Une dizaine de personnes virent une boule blanche se déplacer rapidement avant de s'immobiliser juste au-dessus d'un champ. L'objet resta en suspension pendant plusieurs minutes, éclairant le sol d'une lueur étrange, puis s'éteignit brusquement, plongeant le champ dans une obscurité totale. Les témoins racontèrent ensuite avoir entendu un bourdonnement très faible au moment de la disparition de la lumière, comme un souffle électrique qui s'éteint. Ces récits de lueurs étranges se répètent d'année en année, toujours sans explication claire. Certains pensent qu'il s'agit de signaux venus d'ailleurs, une forme de communication que nous ne savons pas interpréter. D'autres y voient des avertissements liés aux séismes fréquents en Turquie, comme si le ciel s'illuminait pour annoncer une catastrophe à venir.
À travers la Turquie, plusieurs villages racontent une même histoire étrange, des nuits où des blocs de matière inconnue sont tombés du ciel, laissant derrière eux confusion et frayeur. Contrairement aux météorites bien identifiées par les scientifiques, ces objets n'avaient pas toujours l'apparence de simples roches venues de l'espace. Dans les années 1970, près de la ville de Siva, des paysans rapportèrent avoir vu une boule de feu traverser le ciel avant de s'éteindre brusquement. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd secoua la terre. Le lendemain matin, des hommes découvrirent dans un champ une pierre noire, lisse sur un côté comme si elle avait fondu, et rugueuse de l'autre comme un bloc taillé. Elle était tiède au toucher, mais aucun cratère ne l'entourait, comme si elle avait été déposée plutôt que projetée violemment. Les anciens du village dirent alors que le ciel avait jeté son fardeau. Un autre épisode marqua la région de Van. Une nuit d'hiver, plusieurs habitants observèrent des lueurs vertes dans le ciel. Pensant à une aurore ou à un feu d'artifice, ils restèrent dehors pour regarder. Mais soudain, un objet brillant tomba en direction du lac. Les pêcheurs jurèrent avoir vu l'eau s'illuminer comme en plein jour au moment de l'impact. Le lendemain, rien ne flottait à la surface, mais des blocs sombres furent retrouvés sur la rive, comme si une partie de l'objet s'était brisée en entrant en contact avec l'eau. Les scientifiques dépêchés sur place parlèrent de météorites ordinaires, mais plusieurs témoins refusèrent cette explication. Ils disaient que les pierres semblaient métalliques, creuses par endroits, et qu'elles résonnaient lorsqu'on les frappait. Certains fragments disparurent mystérieusement, emportés par des inconnus qui se présentèrent comme chercheurs officiels, sans donner davantage de détails. Plus troublant encore, dans certains cas, les habitants rapportèrent avoir entendu un bourdonnement étrange avant la chute des blocs, comme si l'air vibrait. Une femme d'un village près d'Erzurum raconta que son chat s'était mis à griffer la porte et à miauler de toutes ses forces quelques instants avant qu'un morceau de pierre ne s'écrase dans le champ voisin. Pour elle, l'animal avait perçu quelque chose que les humains ne pouvaient pas entendre. Certains ufologues avancent que ces blocs ne sont pas des météorites, mais des débris d'objets volants inconnus. Selon eux, il s'agirait soit de fragments de vaisseaux, soit d'objets volontairement largués par des visiteurs venus du ciel. Les plus mystiques, eux, pensent que la Terre reçoit parfois des messages matériels du firmament, et que ces pierres tombées du ciel contiennent des secrets que l'homme n'a pas encore su déchiffrer. En Anatolie comme sur les côtes de la mer Égée, les habitants sont habitués aux caprices du climat. Les tempêtes éclatent souvent, surtout au printemps et en automne. Pourtant, certains orages racontés par les témoins n'avaient rien de naturel. Ils survenaient alors que le ciel était parfaitement clair, sans nuages, et disparaissaient aussi vite qu'ils étaient venus. Un soir d'été, près de la ville de Konya, des familles se réunissaient en plein air pour un mariage. Le ciel était limpide, les étoiles brillaient, et l'air tiède annonçait une fête paisible. Soudain, un grondement résonna au loin. Les invités levèrent les yeux et virent des éclairs gigantesques déchirer le ciel, sans qu'aucun nuage ne soit visible. En quelques minutes, un vent violent balaya la cour, renversant des tables et éteignant les bougies. La pluie tomba alors en fines gouttes, mais seulement sur une petite zone, comme si une nuée invisible avait choisi de s'abattre uniquement sur la fête. Puis, sans prévenir, tout s'arrêta. Le vent retomba, le ciel redevint limpide, et la lune réapparut. L'orage avait duré moins d'un quart d'heure, laissant derrière lui une stupeur collective. Dans la région de Trabzon, sur la côte de la mer Noire, des pêcheurs rapportent un phénomène similaire. Alors qu'ils naviguaient par mer calme, un nuage isolé apparut au-dessus de leur bateau. De ce nuage jaillirent des éclairs d'un bleu étrange qui frappaient la surface de l'eau. Les pêcheurs jurent avoir vu la mer s'illuminer d'une manière surnaturelle, comme si elle contenait une énergie électrique. Effrayés, ils rentrèrent au port et racontèrent qu'ils avaient l'impression qu'une force invisible les avait visés. Les scientifiques, confrontés à ces récits, évoquent la possibilité de boules de foudre, un phénomène rare où des éclairs se concentrent en sphères lumineuses pouvant surgir sans nuages. D'autres parlent de brusques changements de pression atmosphérique ou d'interactions électromagnétiques liées au séisme. Mais ces explications restent insuffisantes pour ceux qui ont vécu l'expérience. Certains témoins, plus mystiques, y voient des signes. Des habitants racontent que ces orages étranges surviennent avant des événements marquants,
comme une mort dans le village ou un tremblement de terre. D'autres pensent qu'ils sont liés à des présences invisibles, une manifestation surnaturelle pour rappeler que l'homme n'est pas seul. La Turquie, située sur une zone de forte activité géologique et soumise à des climats variés, est habituée aux phénomènes naturels puissants. Mais parfois, les habitants rapportent des événements qui ne ressemblent ni à de simples orages, ni à des aurores, ni à des caprices du temps. Ces nuits-là, les phénomènes météorologiques semblent se mêler à des apparitions beaucoup plus troublantes, des objets lumineux dans le ciel qui accompagnent les éclairs, la pluie ou les bourrasques. L'un des récits les plus marquants provient de la région de la mer Noire. C'était une nuit d'automne, alors que les vents marins soufflaient fort et que la pluie tombait en trombe. Des pêcheurs, coincés au port de Trabzon par la tempête, observaient les vagues monstrueuses frapper les jetées. Tout à coup, un éclair illumina le ciel, mais ce qui apparut dans la lumière n'avait rien d'un nuage. Plusieurs hommes jurèrent avoir vu une sphère argentée suspendue dans le ciel au-dessus de la mer. Elle resta visible quelques secondes après la disparition de l'éclair, émettant une lueur propre, comme si elle brillait par elle-même. Puis elle disparut d'un coup, avalée par la tempête. Les marins furent bouleversés. L'un d'eux raconta que la sphère était si nette qu'il pouvait en distinguer le contour métallique, parfaitement rond, immobile malgré le vent violent. Aucun avion ne peut rester en place dans une tempête pareille, répétait-il encore des années plus tard. Dans le centre de l'Anatolie, près de Kazri, un autre épisode fit parler de lui. Un soir d'été, alors que le ciel était clair, un étrange orage éclata soudainement. Les éclairs zébraient le ciel sans qu'aucun nuage noir n'apparaisse. Des habitants se réfugièrent sur les terrasses pour observer ce spectacle étrange. C'est alors qu'ils virent 3 lumières rouges se déplacer ensemble dans le ciel, comme si elles dansaient entre les éclairs. Elles formaient un triangle parfait et se déplaçaient à une vitesse impossible à expliquer. Après quelques minutes, elles s'éteignirent toutes en même temps, laissant derrière elles un silence lourd. Les scientifiques parlent parfois de plasma atmosphérique, de décharges électriques rares qui pourraient donner naissance à des sphères lumineuses appelées foudres en boule. Mais ces explications ne suffisent pas à convaincre ceux qui ont vu des objets changer de trajectoire, accélérer brutalement ou s'immobiliser au milieu d'un orage. Un témoignage plus récent provient d'un couple d'Istanbul. En 2018, alors qu'un violent orage éclatait sur le Bosphore, ils filmèrent depuis leur balcon une série d'éclairs frappant l'eau. En revoyant la vidéo, ils remarquèrent un détail inquiétant, au moment d'un éclair particulièrement puissant, une forme sombre, en forme de disque, apparaissait quelques secondes avant de disparaître derrière un nuage. Plusieurs passionnés d'ufologie, en visionnant les images, jurèrent qu'il s'agissait d'un engin volant, rendu visible uniquement grâce à la lueur de l'orage. Les habitants qui rapportent ces événements parlent presque toujours de la même sensation. Ce n'est pas seulement la peur du tonnerre ou de la pluie, mais une impression que quelque chose observe depuis les nuages. Certains disent même avoir ressenti une étrange vibration dans l'air, comme un champ magnétique invisible, juste avant l'apparition des lumières. Ces récits se répètent dans différentes régions de Turquie, sans jamais trouver d'explication définitive. Et toujours, ils soulèvent la même question, les orages et les phénomènes lumineux sont-ils liés par hasard, ou bien l'un attire-t-il l'autre? Les anciens disaient que les dieux se manifestaient par la foudre. Aujourd'hui, certains se demandent si, dans les éclats des tempêtes, ce ne sont pas d'autres visiteurs, cachés derrière les nuages, qui se montrent fugitivement aux hommes. Au sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Selçuk, s'étendent les ruines majestueuses d'Éphèse, l'une des plus grandes cités de l'Antiquité. Chaque année, des milliers de visiteurs parcourent ces colonnes brisées, ces mosaïques effacées et ces théâtres de pierre. Mais au-delà de la splendeur archéologique, une réputation plus sombre entoure ces vestiges. Beaucoup affirment que la cité n'est pas seulement un site historique, mais aussi un lieu hanté, habité par les échos des siècles passés. La nuit, lorsque les touristes sont partis et que le silence reprend possession des lieux, des gardiens disent entendre des bruits inexplicables. Dans la bibliothèque de Celsius, qui se dresse encore fièrement avec sa façade monumentale, certains affirment avoir perçu des murmures, comme si des voix chantaient en latin ou en grec ancien.
D'autres parlent d'un souffle glacial qui traverse soudainement les couloirs de pierre, malgré la chaleur accablante de l'été. Un visiteur allemand, venu seul au lever du soleil, raconta avoir aperçu une silhouette vêtue d'une toge marcher lentement entre les colonnes du théâtre antique. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un autre touriste déguisé, mais lorsqu'il s'approcha, la silhouette se dissipa comme une brume, laissant derrière elle une odeur étrange de fumée et de cire brûlée. Les habitants de Selçuk racontent que les ruines d'Éphèse seraient habitées par les âmes des anciens habitants, condamnés à errer dans leur cité disparue. Certains croient que ce sont les esprits des gladiateurs morts dans l'arène, d'autres évoquent les fantômes des premiers chrétiens martyrisés dans la région. Des guides touristiques rapportent que, lors de certaines visites nocturnes, des appareils électroniques cessent brusquement de fonctionner, les lampes torchées s'éteignent, les téléphones se figent, comme si une force invisible drainait l'énergie autour d'eux. Dans les ruelles pavées, on entend parfois le bruit de sandales sur les pierres, comme si des foules invisibles traversaient encore la cité. Le vent transporte des échos qui ressemblent à des applaudissements lointains dans le théâtre, ou à des conversations qui cessent d'écho dans l'oreille. Pour les archéologues, ces phénomènes sont des illusions sonores, amplifiées par l'acoustique parfaite des ruines et par l'imagination des visiteurs. Mais pour beaucoup, Éphèse est un lieu où le passé refuse de disparaître complètement. C'est une ville où les murs gardent en mémoire les drames, les rituels et les sacrifices, et où les vivants croisent parfois les ombres de ceux qui ont vécu il y a plus de 2000 ans. Au sud-est de la Turquie, sur une colline discrète près de la ville de Şanlıurfa, s'élève l'un des sites archéologiques les plus mystérieux du monde, Göbekli Tepe. Datant de plus de 11 000 ans, il précède Stonehenge et les pyramides d'Égypte de plusieurs millénaires. Ce sanctuaire mégalithique, constitué de cercles de pierre massives sculptés de figures animales, bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur les origines des civilisations. Mais ce qui intrigue encore davantage, ce sont les indices d'un lien étroit entre ce site et les étoiles. Au début des années 2010, des chercheurs remarquèrent que certains piliers semblaient orientés vers une direction précise du ciel. En étudiant l'alignement, ils découvrirent que les pierres étaient peut-être reliées à l'apparition de l'étoile Sirius, l'astre le plus brillant de la voûte céleste. Or, aux 10 millénaires avant notre ère, Sirius faisait sa réapparition à l'horizon dans cette région du monde après une longue absence due à la précession des équinoxes. Ce phénomène aurait marqué un moment cosmique unique, un événement que les bâtisseurs de Göbekli Tepe auraient gravé dans la pierre. Cela souleva de troublantes questions. Comment une société de chasseurs-cueilleurs, vivant bien avant l'invention de l'écriture et de l'agriculture organisée, avait-elle pu concevoir un observatoire astronomique aussi sophistiqué ? Les archéologues découvrirent aussi sur certains piliers des gravures représentant des animaux et des symboles mystérieux. Certains y voient une carte céleste, une sorte de codex indiquant les positions des constellations à une époque reculée. Un récit local, transmis par les anciens de la région, raconte que Göbekli Tepe aurait été construit pour communiquer avec les dieux venus du ciel. On dit que, lors des nuits les plus claires, les prêtres se rassemblaient dans l'enceinte de pierre, observant les étoiles à travers les piliers, attendant le signal lumineux de Sirius pour entamer des rituels secrets. La lumière de l'étoile, traversant l'horizon, aurait symbolisé la renaissance, la connexion entre le monde des vivants et celui des esprits. Des visiteurs modernes rapportent un sentiment étrange en parcourant le site. Certains disent ressentir une vibration dans l'air au lever du soleil, comme si les pierres captaient encore une énergie invisible. D'autres racontent avoir ressenti un vertige en se tenant au centre d'un cercle, comme si la terre et le ciel s'alignaient d'une manière que l'esprit ne pouvait pas comprendre. Göbekli Tepe reste un mystère. Était-ce un simple lieu de culte, un sanctuaire pour honorer des dieux oubliés, ou bien un observatoire astronomique construit avec une précision inexplicable pour son époque ? Certains chercheurs vont jusqu'à affirmer que les bâtisseurs avaient reçu des connaissances venues d'ailleurs, que ce soit d'une civilisation disparue ou de forces que nous ne comprenons pas encore. À Féthiye, sur la côte sud-ouest de la Turquie, les falaises abruptes dominent la mer turquoise et les collines couvertes d'oliviers. C'est là que se dressent les mystérieuses tombes lyciennes, creusées directement dans la roche il y a plus de 2000 ans. Ces sépultures monumentales, sculptées à flanc de montagne, semblent suspendues entre ciel et terre. Leur emplacement a toujours fasciné les voyageurs.
Pourquoi les anciens Lyciens ont-ils choisi de bâtir leurs tombeaux dans des lieux si inaccessibles? La légende raconte que les Lyciens croyaient que leurs morts étaient emportés par des créatures vêlées, sortes d'esprits ou d'aigles mythiques, qui transportaient l'âme vers l'au-delà. En plaçant les tombes sur les falaises, au plus près du ciel, ils facilitaient le voyage des âmes vers le monde des dieux. Mais pour certains habitants de Fétille, ces tombeaux ne sont pas seulement des monuments anciens, ils sont encore aujourd'hui entourés d'une aura mystérieuse. Au coucher du soleil, lorsque les falaises se teintent de rouge, certains disent avoir vu des ombres ailées planer autour des tombes. Un vieil homme du village raconte qu'un soir, en rentrant tard, il aperçut une lueur étrange provenant de l'intérieur d'une tombe. Il s'approcha, croyant à des touristes égarés, mais il n'y avait personne. La lumière, bleutée et vibrante, s'éteignit d'un coup, laissant place à un silence inquiétant. Des randonneurs affirment que l'atmosphère change brusquement lorsqu'on grimpe vers les tombes. L'air devient plus froid, le vent siffle entre les cavités, et certains rapportent avoir entendu des sons comme des battements d'ailes résonner dans la pierre. D'autres disent avoir ressenti une présence invisible, une sensation d'être observé depuis l'obscurité des cavernes funéraires. Les archéologues expliquent ces phénomènes par l'acoustique particulière des falaises et par les jeux de lumière au crépuscule. Mais les habitants, eux, restent convaincus que les tombes abritent toujours l'esprit des anciens. Les plus superstitieux évitent même de grimper la nuit, persuadés que les âmes ne tolèrent pas d'être dérangées. La tombe d'Aminta, la plus célèbre, se distingue par sa façade semblable à celle d'un temple grec. Beaucoup de visiteurs racontent avoir ressenti un malaise en s'y tenant seuls, comme si une force invisible pesait sur leurs épaules. Certains guides touristiques relatent même que leurs appareils photo cessent de fonctionner au moment d'entrer dans la cavité. Ainsi, les tombes lyciennes de Fétille ne sont pas seulement un héritage archéologique. Elles sont aussi des lieux de mystère, où les vivants continuent de croiser les échos d'un peuple ancien qui croyait que la mort n'était qu'un envol vers un autre monde. En février 2023, un séisme dévastateur frappa le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Des milliers de bâtiments s'effondrèrent, et la catastrophe fit des dizaines de milliers de victimes. Mais au-delà du drame humain, un phénomène mystérieux attira l'attention des chercheurs. Des signaux énergétiques inhabituels furent enregistrés loin de l'épicentre, au sommet du mont Araga, en Arménie, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ce mont, bien connu des scientifiques, abrite des stations de recherche qui surveillent l'atmosphère et les rayonnements cosmiques. Or, le lendemain du séisme, les capteurs enregistrèrent une activité hors du commun, de puissants flux de rayons gamma, bien supérieurs à ceux observés d'ordinaire. Ces décharges d'énergie semblaient liées non pas à l'espace, mais à la Terre elle-même. Comme si la croûte terrestre, après s'être brisée, avait libéré quelque chose qui s'était propagé jusque dans l'atmosphère. Les chercheurs furent stupéfaits. Comment expliquer que le sol turc, à des centaines de kilomètres, ait pu générer une telle perturbation détectée en Arménie? Certains avancèrent que la rupture des plaques avait provoqué une ionisation inhabituelle dans l'air, libérant des particules énergétiques capables de voyager sur de longues distances. D'autres allèrent plus loin, en évoquant la possibilité de phénomènes électromagnétiques encore inconnus, liés directement au séisme. Parmi les habitants vivant près de la montagne, plusieurs témoignages émergèrent. Une famille raconta avoir vu, dans la nuit suivant le tremblement de terre, un éclat lumineux étrange au-dessus du sommet enneigé. La lumière dura quelques secondes, comme un éclair silencieux, avant de disparaître. D'autres affirmèrent que leurs radios furent soudain parasitées, émettant des grésillements violents au même moment où les instruments des scientifiques captaient les signaux. L'histoire fit rapidement le tour des cercles de recherche spécialisés. Certains y virent une piste révolutionnaire pour prédire les séismes. Si de telles émissions énergétiques pouvaient être observées avant une secousse, elles offriraient peut-être une chance d'alerter les populations à temps. Mais d'autres scientifiques, plus sceptiques, rappelèrent que le lien restait encore trop flou et que l'origine de ces flux gamma demeurait un mystère. Pour les habitants de la région, la peur et la fascination se mêlèrent. Beaucoup se mirent à croire que la Terre avait envoyé un signal, une sorte de cri invisible après la déchirure de ses entrailles. Certains parlèrent d'un avertissement, d'autres d'une énergie cachée qui s'était échappée des profondeurs.
En 1963, dans une petite maison de Cappadoce, un homme décida de rénover son domicile. Comme souvent dans ces régions volcaniques, les habitations étaient construites à flanc de roches tendres, et il était courant de trouver derrière les murs des cavités naturelles. Mais cette fois-ci, ce que le propriétaire mit au jour dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. En abattant une cloison, il découvrit un passage obscur qui descendait profondément dans le sol. Intrigué, il prit une lampe et s'y aventura. Plus il avançait, plus le couloir s'élargissait, révélant des pièces creusées dans la roche. Ce n'était pas une simple grotte, il venait de mettre au jour une cité entière dissimulée sous ses pieds. La nouvelle se répandit rapidement, et les archéologues furent appelés. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'entendement. La ville souterraine, baptisée de Rincuyu, s'enfonçait sur plusieurs niveaux, certains atteignant plus de 85 mètres de profondeur. On y trouva des écuries, des cuisines, des presses à vin, des églises, des entrepôts et même des écoles. Les ingénieurs antiques avaient aménagé des puits d'aération sophistiqués qui permettaient à des milliers de personnes de respirer sous terre. Tout indiquait que la cité pouvait accueillir jusqu'à 20 000 habitants, ainsi que leur bétail et leurs provisions. Mais le plus troublant fut de comprendre pourquoi une population avait choisi de vivre enterrée. Les archéologues supposèrent que les habitants s'y réfugiaient lors des invasions, particulièrement fréquentes dans cette région convoitée par de nombreux empires. Des couloirs étroits pouvaient être bloqués par d'énormes pierres circulaires, servant de portes défensives. C'était une forteresse invisible, capable de protéger toute une communauté contre ses ennemis. Pourtant, certains chercheurs restaient perplexes. Une organisation aussi complexe, avec des dizaines de niveaux, semblait trop élaborée pour être seulement un abri temporaire. Les habitants de Cappadoce racontent des histoires plus mystérieuses. Certains disent que de Rincuyu n'a pas été creusé par des hommes, mais par des êtres venus d'ailleurs, qui enseignèrent aux anciens comment façonner la pierre tendre. D'autres affirment que la cité a servi de refuge non seulement contre des ennemis terrestres, mais aussi contre quelque chose venu du ciel. Ces légendes, transmises de génération en génération, donnent à de Rincuyu une aura presque surnaturelle. Un témoignage étrange provient d'un des premiers visiteurs modernes. En descendant seul dans les couloirs, il dit avoir entendu un bruit régulier, comme des coups de marteau frappant la pierre. Mais lorsqu'il atteignit la salle d'où venait le son, il ne trouva rien d'autre que le silence. Un autre rapporta avoir senti un souffle froid passer sur son visage alors qu'il se tenait à plusieurs dizaines de mètres sous terre, loin de toute ouverture. Aujourd'hui encore, une partie de la ville reste fermée au public, car certaines galeries sont instables ou trop profondes pour être explorées sans risque. Certains guides locaux affirment que de nouveaux tunnels seraient reliés à d'autres cités souterraines de Cappadoce, formant un réseau immense qui pourrait couvrir toute la région. Cela alimente l'idée que de Rincuyu n'était pas un refuge isolé, mais la pièce maîtresse d'un projet colossal. Les visiteurs qui s'y rendent témoignent souvent d'un sentiment étrange. Le silence est total, interrompu seulement par le bruit de leurs pas résonnant sur la pierre. Les galeries étroites donnent l'impression d'être observées, comme si des milliers de vies passées habitaient encore ces murs. Certains disent ressentir un vertige, une oppression, presque une angoisse à mesure qu'ils descendent. D'autres, au contraire, affirment ressentir une paix profonde, comme si la ville avait gardé la mémoire d'une communauté soudée qui s'était réfugiée ici pour survivre. De Rincuyu reste à ce jour l'une des découvertes archéologiques les plus énigmatiques de Turquie. On y voit la preuve du génie humain, capable de bâtir une cité entière dans les entrailles de la terre. Mais on y trouve aussi un mystère non résolu, qui a vraiment conçu un tel ouvrage, et contre quoi ses habitants se protégeaient-ils? Était-ce une menace humaine, ou quelque chose de plus ancien et de plus inconnu encore? Dans la nuit du 17 août 1999, la Turquie fut frappée par l'un des séismes les plus dévastateurs de son histoire. Le tremblement de terre d'Izmit, d'une magnitude de 7,6, secoua la région de Marmara et fit plus de 17 000 victimes. Mais ce que l'on raconte moins souvent, c'est que des signaux étranges avaient été détectés peu de temps avant la catastrophe, comme si la Terre elle-même avait cherché à avertir les hommes. Quelques jours avant le séisme, des chercheurs grecs qui surveillaient l'activité électromagnétique de la région affirmèrent avoir capté des signaux inhabituels. Ces ondes,
semblables à des pulsations électriques, ne correspondaient à aucun phénomène habituel. Elles semblaient provenir des profondeurs de la croûte terrestre. D'après eux, il s'agissait de signaux présismiques, une sorte de cri de la Terre généré par l'énorme pression accumulée sous les plaques tectoniques. Mais ce qui troubla davantage, ce fut la précision avec laquelle ces signaux furent enregistrés. Ils survinrent peu de temps avant la secousse principale, comme une sorte de compte à rebours. Certains habitants, de leur côté, racontèrent avoir vu des lumières inhabituelles dans le ciel la veille du séisme. Des éclairs silencieux, bleus ou blancs, qui illuminaient les nuages malgré l'absence d'orage. Ces lumières sismiques sont un phénomène encore mal compris, parfois attribué à des décharges électriques produites par le frottement des roches avant une rupture tectonique. Un témoin d'Izmit se souvient être sorti de chez lui dans la nuit, dérangé par une sensation étrange, une angoisse sans cause apparente. Levant les yeux, il vit un halo lumineux se former au-dessus de la ville. Quelques heures plus tard, la terre tremblait. Après la catastrophe, il resta persuadé que ce halo était un avertissement. Les scientifiques continuent de débattre sur la véritable nature de ces signaux. Certains pensent qu'ils pourraient servir à prévoir les séismes, une sorte de système d'alerte naturel que l'on ne sait pas encore interpréter correctement. D'autres restent sceptiques et avancent qu'il s'agissait de coïncidences ou d'anomalies techniques dans les instruments de mesure. Pourtant, ces récits reviennent régulièrement après de grands tremblements de terre en Turquie. Des habitants affirment voir des lumières étranges dans le ciel, sentir une odeur métallique dans l'air ou percevoir un silence anormal juste avant la catastrophe. Comme si la nature elle-même envoyait des signaux désespérés pour prévenir du danger imminent. C'était une nuit de mai 2007, dans la petite ville côtière de Kumburgaz, non loin d'Istanbul. Le silence pesait sur la mer de Marmara. Les hôtels touristiques étaient presque vides car la saison n'avait pas encore vraiment commencé. Yals Nialman, veilleur de nuit dans un complexe résidentiel au bord de la mer, effectuait sa ronde habituelle. Il avait l'habitude d'emporter avec lui un caméscope, autant pour passer le temps que pour garder une trace de ses longues nuits solitaires. Ce soir-là, vers 1h30 du matin, il leva les yeux vers l'horizon et distingua une lumière inhabituelle qui semblait flotter au-dessus de l'eau. Au début il crut à un avion ou à un hélicoptère. Mais la lumière ne bougeait pas comme un appareil connu. Elle restait suspendue, parfois changeant de position d'une manière trop fluide et silencieuse. Intrigué, il mit en marche sa caméra et zoom sur l'objet. Ce qu'il vit à travers le viseur le laissa sans voix. L'objet avait une forme métallique, presque comme une soucoupe ou un croissant brillant, et il paraissait réfléchir la lumière de la Lune. Ce n'était pas une étoile ni un bateau, car il n'y avait aucun bruit de moteur et aucun sillage sur la mer. Les nuits suivantes, Yalman retourna à son poste avec plus d'attention. Et à plusieurs reprises, l'objet réapparut, toujours au même endroit, toujours aux mêmes heures de la nuit. Il continua de filmer avec patience. Sur certaines séquences, on distinguait des détails qui ressemblaient à des hublots ou à des ouvertures. Parfois, l'objet semblait se fragmenter ou changer légèrement de forme, comme si une partie s'ouvrait pour révéler une structure interne. Les vidéos commencèrent à circuler dans la région et attirèrent la curiosité. Certains habitants vinrent se poster près de la mer après minuit pour observer le phénomène. Plusieurs témoins affirmèrent avoir vu la même lumière étrange, parfois accompagnée d'un silence soudain et oppressant, comme si la mer et le vent se taisaient à son approche. Les pêcheurs de la côte, d'ordinaire sceptiques, reconnurent eux aussi avoir aperçu des éclats lumineux insolites sur l'eau, sans pouvoir les expliquer. L'affaire prit de l'ampleur quand les enregistrements furent confiés à TÜBİTAK, l'institut scientifique turc. Les experts analysèrent les bandes image par image. Ils confirmèrent que les vidéos n'avaient pas été truquées et que ce qui apparaissait n'était ni un avion, ni un hélicoptère, ni un satellite. Même les hypothèses naturelles, comme des reflets ou des phénomènes météorologiques, furent écartées. Le rapport officiel resta prudent mais il reconnaissait que l'objet filmé ne correspondait à aucune catégorie d'objets aériens identifiés. Rapidement, la nouvelle se répandit au-delà de la Turquie. Des ufologues du monde entier vinrent examiner les séquences de Kumburgaz. Certains affirmaient y voir les contours nets d'un vaisseau inconnu.
D'autres allaient plus loin et disaient distinguer à l'intérieur, grâce au zoom, des silhouettes sombres semblant observer l'extérieur. Les débats devinrent passionnés. Pour Yalman, le veilleur de nuit, la vie ne fut plus jamais la même. Lui qui passait ses nuits dans la solitude se retrouvait au centre d'une énigme mondiale. Il ne prétendit jamais avoir communiqué avec l'objet, ni avoir ressenti de menace, mais il affirma jusqu'à la fin de sa vie que ce qu'il avait filmé n'appartenait pas à notre monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.